Chapitre 54 L'histoire du Town Ho, telle qu'elle fut racontée à l'Auberge Dorée. Le cap de Bonne-Espérance et toute l'étendue liquide qui l'avoisine ressemblent à un de ces célèbres carrefours de grande route où l'on rencontre plus de voyageurs que partout ailleurs. Peu de temps après que nous eûmes parlé au Diomède, nous rencontrâmes un autre baleinier sur le chemin du retour, le Town Ho 12. Son équipage était presque exclusivement composé de Polynésiens. Dans la courte gamme qui suivit, il nous donna de sérieuses nouvelles de Moby Dick. Pour certains, l'intérêt porté à la baleine blanche s'accrut à la narration d'un fait qui semblait obscurément impliquer que la baleine était le surprenant instrument de ce qu'on appelle la colère de Dieu et dont on dit qu'elle s'abat parfois sur certains hommes. Ce fait et les circonstances particulières qui l'entourent, qu'on pourrait appeler le noyau occulte de la tragédie, et que nous allons relater, ne parvint jamais aux oreilles du capitaine Achab et de ses seconds, car le capitaine du Town Ho n'en sut rien lui-même. 3 matelots blancs de ce navire en étaient dépositaires et l'un d'eux, semble-t-il, le transmit à Tashtego sous serment solennel de n'en rien répéter. Mais la nuit suivante, Tashtego divagua à haute voix et son rêve en révéla tellement qu'il lui fut difficile ensuite de dissimuler le reste. Néanmoins, ce secret prit un tel ascendant sur les hommes du Pequod qui en eurent pleine connaissance que par une étrange délicatesse, pour lui donner ce nom, ils le gardèrent si bien que rien n'en transpira à l'arrière du grand mât. Je m'en vais narrer cette étrange histoire, en tissant à sa juste place ce fil noir dans la trame du récit, tel qu'il courait à bord. Mes propres dispositions m'invitent à la relater dans les termes mêmes par lesquels j'en fis part, à Lima, à des amis espagnols à moi avec lesquels je m'attardais, à la veille d'une fête, tandis que nous fumions sur la terrasse au pavé vermeil de l'Auberge Dorée. Parmi ces galants gentilshommes, les jeunes Don Pedro et Don Sébastien étaient mes intimes. C'est pourquoi ils m'interrompaient de questions auxquelles je répondis alors comme de juste. Quelques 2 ans avant que j'apprenne les événements que je vais vous conter, messieurs, le Town Ho, chasseur de cachalots de Nantucket, était en croisière dans votre Pacifique, à quelques jours de voile vers l'ouest de cette bonne auberge dorée, un peu au nord de la ligne. Un matin, tandis qu'on pompait, comme il était d'usage quotidien, on remarqua qu'il y avait plus d'eau que de coutume dans la cale. On crut, messieurs, qu'un espadon avait transpercé la quille. Mais le capitaine, ayant une raison insolite pour croire qu'une chose exceptionnelle l'attendait dans ces parages, répugnait à les quitter. D'autre part, la voie d'eau n'était pas considérée comme dangereuse, bien qu'en vérité les hommes n'aient pu la découvrir si bas qu'ils l'eussent cherchée dans les petits fonds pour autant que la grosse mer le permettait. Le navire poursuivit donc sa croisière, les matelots se relayant aisément aux pompes à de longs intervalles. Mais la chance ne vint pas. Les jours passèrent, et non seulement on ne trouva pas la voie d'eau, mais elle s'aggrava sensiblement. De sorte que le capitaine, maintenant inquiet, mit le cap, toute toile dessus, sur l'île la plus proche offrant un port où il pourrait mettre en cale sèche et radoubée. Bien qu'il eût de la route à faire, avec un peu de chance, il ne craignait aucunement d'aller par le fond. Ses pompes étaient des meilleures, et les 36 hommes de son équipage, s'y relevant régulièrement, pouvaient sans peine soulager le navire, même si la voie d'eau doublait. Et en vérité, les vents ne cessant pas d'être favorables, le Town Ho aurait eu toutes les chances d'atteindre en toute sécurité un port, n'eût été un incident fatal, provoqué par l'arrogance brutale de Radney, de Vignard, le second, qui suscita la vengeance amèrement attisée de Steelkilt, un homme des lacs, une tête brûlée, venant de Buffalo. Un homme des lacs, Buffalo. Je vous en prie, qu'est-ce qu'un homme des lacs et où se trouve Buffalo ? Demanda Don Sébastien, se soulevant dans le siège de Rabanne où il se balançait. Sur la rive est de notre lac Erie, Seigneur, mais je sollicite votre patience, car nous en reparlerons bientôt. Or, messieurs, sur les bricks à voile carré et sur les 3 mâts, les plus grands et les plus robustes qui aient fait voile de votre Calao vers les Philippines, personne plus que cet homme, venu d'un lac au cœur même de notre terre d'Amérique, n'avait reçu de ces impressions aventureuses que l'imagination populaire ne prête qu'à la mer libre. Car ces grandes mers d'eau douce des lacs supérieurs, Erie, Ontario, Huron, Michigan qui communiquent entre eux, ont une étendue océanique
De nombreuses caractéristiques de noblesse propres à l'océan et leurs rivages comportent la même diversité de races et de climats. Ils ont, comme les eaux polynésiennes, de ronds archipels d'îles romantiques. Comme l'Atlantique, ils séparent deux grandes nations fort dissemblables. Ils sont une lointaine voie d'accès à la mer pour les nombreuses colonies de l'Est établies un peu partout sur leurs rives. Ici ou là, des forts les menacent, comme les canons juchés, pareils à des chèvres dans les escarpements de Mackinac. Ils ont tendu le grondement de victoires navales. Ils cédèrent parfois leurs plages à des sauvages barbares dont les visages peints en rouge flamboyaient hors de leurs wigwams en peau de bête. Sur des lieux et des lieux, ils sont flanqués d'antiques forêts inviolées où des pins décharnés s'alignent comme les rois d'une généalogie gothique, où habitent de sauvages bêtes de proie et des créatures soyeuses dont les peaux partaient vêtir les empereurs tartares. Leurs eaux mirent aussi bien les capitales pavées de Cleveland et de Buffalo que les villages des Winnebagoes. Ils sont également sillonnés par le navire marchand gréé en 3 mâts carrés, par le croiseur de la marine de guerre, par le steamer et le canoë. Ils sont balayés par des coups de vent du nord aussi funestes et destructeurs que ceux qui flagellent la mer. Les naufrages ne leur sont pas étrangers, car, hors de vue des terres qui les enferment, ils ont englouti la nuit bien des navires et leurs équipages hurlants. C'est pourquoi, messieurs, bien que terrien, Steelkilt était né homme de l'océan et fut nourri de la sauvagerie de la mer, marin audacieux s'il en fut. Quant à Radney, même si la mer l'avait nourri de son sein sur la grève désolée de Nantucket, même si ensuite il avait longuement parcouru notre austère Atlantique et votre méditatif Pacifique, il était tout aussi vindicatif et chicanier qu'un coureur des bois frais et moulus, des régions où l'on manie le couteau de chasse en corne de cerf. Ce Nantucket, toutefois, n'était pas sans bonté, et cet homme des lacs, une espèce de démon. À vrai dire, s'était longtemps montré inoffensif et docile parce qu'il avait été traité avec une inflexible fermeté tempérée par la simple politesse voulant qu'on reconnaisse dans l'autre un être humain, ce qui est le droit du plus humble esclave. Quoi qu'il en soit, il s'était montré jusqu'ici pacifique, mais Radney fut exaspéré et pris de folie, et Steelkilt. Mais procédons par ordre. Il n'y avait guère plus d'un jour ou deux que le Taunoho avait mis le cap sur un port insulaire que sa voie d'eau parut s'accroître, ne requérant toutefois qu'un peu plus d'1 heure de pompage par jour. Je dois vous dire, messieurs, que sur un océan civilisé comme notre Atlantique, certains capitaines ne songent guère à pomper en cours de traversée, bien que, par une nuit calme et indolente, si l'officier de quart en venait à oublier son devoir dans ce domaine, il y ait de fortes chances que ni lui ni ses camarades de bord n'en gardassent le souvenir, car ils seraient gentiment allés par le fond. Et même dans les mers solitaires et sauvages qui s'étendent loin à l'ouest de chez vous, messieurs, il est rare qu'un équipage se cramponne en chœur aux poignées des pompes, même lors d'un long voyage, pour autant que le navire ne soit pas trop loin d'une côte suffisamment accessible où qu'il puisse trouver un refuge quelconque. C'est seulement lorsqu'il est en haute mer, sous des latitudes ne lui offrant aucune terre proche, que son capitaine commence à se sentir un peu soucieux. Il en était allé à peu près ainsi avec le Taunoho, de sorte que lorsqu'il commença à embarquer davantage, une inquiétude se répandit parmi quelques membres de l'équipage, dont plus particulièrement Radney, le second. Il ordonna de hisser les voiles hautes, de les border à joindre, afin d'offrir le maximum de toile au vent. Je pense que ce Radney était aussi peu couard que possible, aussi peu enclin à craindre nerveusement pour sa personne que la créature la plus téméraire, la plus privée de discernement qu'il vous plaira d'imaginer, messieurs, tant sur mer que sur terre. De sorte que lorsqu'il manifesta une telle sollicitude pour la sécurité du navire, certains des matelots déclarèrent qu'elle provenait de ce qu'il en était en partie propriétaire. Aussi, tandis qu'il travaillait aux pompes ce soir-là, l'avait-il sournoisement pris comme tête de Turc, et s'en donnait-il à cœur joie, cependant que l'eau claire clapotait à leurs chevilles. Oui, messieurs, une eau claire comme une source de montagne bouillonnait au sortir des pompes, courait sur le pont et se déversait à jets réguliers par les dallots sous le vent. Or, comme vous le savez, il n'est pas rare dans ce monde qui est le nôtre, qu'il soit liquide ou solide, que lorsqu'un homme, assumant le commandement sur ses semblables, découvre que l'un d'eux lui est supérieur en dignité humaine,
ils nourrissent aussitôt contre lui une aversion et une rancœur insurmontables. Et si la chance lui en est donnée, il abattra la forteresse de ce subalterne, la pulvérisera et la réduira à un petit tas de poussière. C'est peut-être une idée que je me fais, messieurs. Toujours est-il que Steelkilt était un grand et noble animal, avec une tête de Romain et une barbe blonde qui flottait comme le harnachement à aigrette du destrier de votre dernier vice-roi. Et il avait un cerveau, un cœur et une âme, messieurs, qui eût fait de Steelkilt Charlemagne s'il était né fils de Charlemagne. Cependant que Radney, le second, était laid comme une mule et mêmement résistant, entêté et mauvais. Il n'aimait pas Steelkilt et Steelkilt le savait. Apercevant le second qui s'approchait, tandis qu'il travaillait aux pompes avec les autres, l'homme des lacs feignit de ne l'avoir point remarqué et poursuivit ses railleries irrespectueuses. « Oui, oui, mes joyeux compères, voilà une vigoureuse voie d'eau que l'un de vous prenne un bidon et qu'on y goûte. Seigneur, elle vaut d'être mise en bouteille. Je vais vous dire, les gars, les actions du vieux Rad vont en prendre un coup. Il aurait mieux fait de couper sa part de quille et de la remorquer jusque chez lui. Le fait est que cet espadon a seulement ébauché le travail et qu'il est revenu avec une escorte de poissons charpentiers, de poissons cises, de poissons limes et toute l'équipe. Elle est maintenant au travail au complet, elle coupe et taillade, à qui mieux, par là-dessous, en vue d'amélioration, je présume. Si le vieux Rad était ici en ce moment, je lui conseillerais de se jeter à la mer et de les disperser. Ils sont en train d'envoyer au diable tout son bien, je le lui dirai aussi. Mais c'est une âme simple, rade, et une beauté par-dessus le marché. On dit, les gars, qu'il a placé le reste de ses actions sur des miroirs. Je me demande s'il donnerait à un pauvre diable comme moi le modèle de son nez. Que le diable vous emporte. Pourquoi cette pompe s'arrête-t-elle ? Rugit Radney, faisant comme s'il n'avait pas entendu le bavardage des matelots. Allons, que ça barde. Oui, oui, sire, répondit Steelkilt, joyeux comme un grillon. De l'entrain, les gars, de l'entrain. Et là-dessus, les pompes retentirent comme 50 pompes à incendie. Les hommes repoussèrent leurs chapeaux, et l'on entendit ce long halètement des poumons qui trahit la plus grande tension de l'énergie vitale. Quittant les pompes enfin avec le reste des hommes, l'homme des lacs s'avança tout essoufflé jusqu'au guindeau, et s'y assit, cramoisi, les yeux injectés de sang, et il essuya l'abondante sueur de son front. Quel insidieux démon poussa alors Rad à chercher Noailles à un homme dans un pareil état d'excitation physique, messieurs? Je ne saurais le dire, mais il en fut ainsi. Arpentant le pont d'une manière insupportable, le second lui intima l'ordre de prendre un balai, de nettoyer les planches et d'aller chercher une pelle pour ramasser les immondices d'un cochon qui avait été laissé en liberté. Or, messieurs, balayer les ponts en mer est une besogne ménagère qui est faite tous les soirs, sauf en cas de tempête violente. Il est des exemples où ils furent dûment balayés pendant que le navire sombrait. Telle est, messieurs, la rigueur des usages à la mer et l'amour instinctif que les marins portent à la propreté est tel que certains ne se noieraient pas volontiers sans s'être lavé la figure. Mais sur tous les navires, cette histoire de balai est le partage des mousses, 6 mousses il y a. D'autre part, ce furent les hommes les plus robustes du Town-Ho qui avaient été répartis en équipes pour les pompes, et Steelkilt étant le plus athlétique d'entre eux, avait régulièrement été nommé chef d'une de ces équipes. Aussi aurait-il dû être libéré de tout travail subalterne qui ne releva pas directement du devoir nautique, ce qui était le cas pour ses camarades. Si je fais état de ces détails, c'est afin que vous compreniez mieux de quoi il en retournait entre ces deux hommes. Qui plus est, l'ordre donné au sujet de la pelle visait aussi ouvertement à piquer au vif Steelkilt et à lui faire affront que si Radney lui avait craché au visage. Tout homme qui a été à bord d'un baleinier comprendra cela, et bien davantage encore. L'homme des lacs en saisit toute la portée dès que le second eut formulé son ordre. Mais il resta tranquillement assis et regarda sans broncher au fond des yeux mauvais du second. Il y voyait une mèche brûler silencieusement en s'approchant des barils de poudre qui y étaient amoncelés. Comme il voyait instinctivement tout cela, une étrange indulgence l'envahit, une répugnance à attiser plus profondément la colère d'un être irrité. Lorsqu'elle est ressentie, cette répugnance révèle des hommes vraiment courageux, même lorsqu'ils sont blessés, et ce sentiment indéfinissable, messieurs, s'empara de Steelkilt. C'est pourquoi, de sa voix habituelle,
Un peu brisé par la fatigue, il lui répondit que balayer le pont n'était pas son affaire et qu'il ne le ferait pas. Puis, sans aucune allusion à l'appel, il nomma les 3 garçons dont c'était la charge coutumière et qui, n'ayant pas été affectés aux pompes, n'avaient pas fait grand-chose de toute la journée. Radney répliqua par un juron et réitéra son ordre de la manière la plus catégorique, la plus impérieuse et la plus insultante, tout en s'approchant de l'homme des lacs resté assis. Il tenait à la main un cauchoir de tonnelier qu'il avait empoigné sur un baril voisin. Échauffé et énervé comme il l'était par son travail athlétique aux pompes, malgré le sentiment mystérieux d'indulgence qu'il avait tout d'abord éprouvé, encore en âge, Steelkilt supportait difficilement cette attitude du second. Pourtant il parvint à maîtriser en lui le feu de la colère et sans mot dire resta obstinément vissé à son siège jusqu'à ce qu'enfin Radney exaspéré brandit le cauchoir à 2 doigts de son visage en lui intimant avec fureur d'obéir. Steelkilt se leva, se retira lentement derrière le guindeau, talonné par le second armé du cauchoir, et exprima délibérément son refus d'obéir. Comprenant toutefois que son indulgence n'avait pas le moindre effet, il fit un geste atroce et innommable de la main signifiant à cet homme insensé et dément de se retirer. Cela ne servit de rien. Et c'est ainsi que les 2 hommes firent lentement le tour du guindeau, quand enfin, résolu à l'affronter, trouvant qu'il avait patienté jusqu'aux limites de son tempérament, l'homme des lacs s'immobilisa sur le panneau d'écoutille et s'adressa ainsi à l'officier. « Monsieur Radney, je ne vous obéirai pas. Enlevez ce cauchoir de là, ou gare à vous. » Mais prédestiné, le second se rapprocha encore de l'homme des lacs figé, et il secouait à présent le lourd cauchoir à un doigt de ses dents en proférant un chapelet d'intolérables malédictions. Sans reculer d'1 millième de pouce, le poignardant d'un regard impassible, fermant le poing droit et le ramenant doucement en arrière, Steelkilt avertit son persécuteur que si le cauchoir effleurait seulement sa joue, lui, Steelkilt, le tuerait. Mais messieurs, ce fou était marqué au sceau du massacre par les dieux. Aussitôt le cauchoir effleura la joue et à l'instant, la mâchoire défoncée, il s'effondra sur l'écoutille, crachant le sang comme une baleine. Avant que l'alarme pût être donnée à l'arrière, Steelkilt secoua l'un des galopants qui montaient jusqu'au poste de vigie, où 2 de ses camarades étaient appointés. Tous 2 étaient des mariniers. « Des mariniers » s'écria Don Pedro. « Nous avons vu bien des navires baleiniers dans nos ports, mais nous n'avons jamais entendu parler de vos mariniers. Pardon, mais que sont-ils et qui sont-ils ?»« Seigneur, nos mariniers sont les bateliers de notre grand canal de Lérier. Vous avez dû en entendre parler. »« Non, Seigneur. Ici, dans notre vieux pays engourdi, chaud et des plus paresseux, nous n'en savons guère sur votre nord énergique. »« Oui, alors, Seigneur, remplissez mon verre, votre chicha est excellente. Je vais donc vous dire qui sont nos mariniers, car cela éclairera la suite de mon histoire. Sur 360 000, messieurs, traversant dans toute sa largeur l'État de New York, de nombreuses cités populeuses et de très prospères villages, d'interminables et lugubres marécages, des champs cultivés, riches et d'une fertilité sans égale, passant à côté des salles de billard et des bars, traversant le sein des vastes forêts, passant sur les arches romanes des ponts jetés sur les rivières indiennes, traversant l'ombre et le soleil, passant à côté des cœurs heureux et des cœurs brisés, parcourant l'immense région diverse et contrastée des nobles Mohawks, longeant particulièrement les rangées de chapelles blanches comme neige, dont les clochers se dressent comme des bornes milliaires, et où coule un flot incessant de corruption toute vénitienne et une vie souvent sans loi. Là sont les vrais Achantis, messieurs, là rugissent les païens, là vous les trouverez à votre porte, dans la grande ombre portée et l'abri protecteur des églises. Car une curieuse fatalité veut que les flibustiers de vos villes aient toujours leur campement aux alentours des palais de justice, messieurs, de même que les pécheurs foisonnent autour des lieux saints. « N'est-ce pas un frère qui passe ?» demanda Don Pedro, simulant avec humour l'inquiétude en regardant la foule sur la place. Heureusement pour notre ami nordique, l'inquisition de Dame Isabelle est sur le déclin à Lima, dit Don Sébastien en riant. Continuez, je vous prie. Un instant,
s'écria un autre membre de la compagnie. En notre nom à tous, Jean de Lima, je tiens à vous exprimer, monsieur du Marin, que nous sommes sensibles au fait que vous n'avez pas cité l'actuelle Lima, mais bien plutôt l'ancienne Venise pour illustrer la corruption. N'ayez pas l'air si étonné, vous connaissez le proverbe qui court au long de cette côte, corrompu comme Lima, il en va de même de Venise, j'y suis allé, la ville bénie du saint évangéliste Marc. Que saint Dominique la purge, votre verre. Merci, le voilà plein, videz-le. Le marinier, messieurs, est si pervers et si pittoresque que, si on le saisissait sur le vif, on en ferait un excellent héros de tragédie. Tel Antoine, il vogue nonchalamment sur son île verdoyant et fleurie, jour après jour, lutinant ouvertement sa Cléopâtre aux joues rouges dorant au soleil ses cuisses couleur d'abricot. Cette mollesse s'évanouit aussitôt à terre. Le marinier arbore fièrement une allure de brigand. Son chapeau joyeusement enrubanné, rabattu, accuse la beauté de ses traits. Il est la terreur de l'innocence souriante des villages où il flâne. Son teint basané, son air avantageux ne passe pas inaperçu dans les villes. Une fois, vagabond sur son propre canal, un de ces mariniers me rendit service, je l'en remercie de tout cœur. Je ne voudrais pas être ingrat, car c'est souvent une des plus grandes qualités qui rachète ces hommes violents que d'avoir la poigne pour tirer d'embarras un pauvre étranger comme pour piller un riche. Bref, messieurs, tout cela vous prouve la vie déréglée qu'ils mènent. Notre rude pêche à la baleine accueille un grand nombre de leurs échantillons les plus parfaits, et nos capitaines baleiniers ne redoutent aucune race humaine autant qu'eux, hormis les hommes de Sydney. Le fait que, pour tant de nos jeunes campagnards nés sur ces rives, l'apprentissage de la vie du canal constitue la seule transition entre la moisson paisible d'un champ de blé chrétien et le labourage téméraire des plus barbares océans, ne diminue en rien son étrangeté. Je vois, s'écria impétueusement Don Pedro en renversant sa chicha sur son plastron. Inutile de voyager. Le monde n'est qu'une Lima. J'aurais cru pourtant que dans votre nord tempéré les générations se succédaient, froides et saintes comme les collines. Mais poursuivez. J'en étais resté, messieurs, au moment où l'homme des lacs secouait le galoban. À peine avait-il fait ce geste qu'il fut cerné et assiégé par les 3 seconds et 4 harponneurs. Mais glissant le long des haubans comme des comètes de malheur, les 2 mariniers se ruèrent dans la mêlée et tentèrent de tirer leur homme sur le gaillard d'avant. D'autres matelots se joignirent à eux dans cet effort, et une bagarre générale s'ensuivit. Cependant que le courageux capitaine, se tenant à l'écart du danger, dansait d'un pied sur l'autre, une pique à la main. Il ordonna à ses officiers de maîtriser cet affreux scélérat et de le traîner jusqu'au gaillard d'arrière. De temps à autre, il s'approchait du pourtour de ce cercle en effervescence, et cherchant son centre de la pointe de sa lance, il essayait d'en atteindre l'objet de son ressentiment afin de l'en faire sortir. Mais les risques tout qui entouraient Steelkilt étaient trop nombreux. Ils réussirent à gagner le gaillard d'avant, dressèrent à l'alignement du guindeau 3 ou 4 gros barils qui se trouvaient là, et Parisiens de la mer se retranchèrent derrière leurs barricades. « Sortez de là, pirates !» hurla le capitaine, les menaçant à présent d'un pistolet dans chaque main, pistolet que venait de lui apporter le garçon. « Sortez de là, égorgeurs !» Steelkilt bondit sur la barricade et y fit les 100 pas, défiant les pistolets et laissant entendre clairement que sa mort à lui, Steelkilt, serait parmi l'équipage le signal d'une sanglante mutinerie. Ne craignant que trop que cela ne se révélât vrai, le capitaine fléchit légèrement, mais ordonna toutefois aux insurgés de rejoindre leur poste. « Promettez-vous de ne pas nous toucher, si nous le faisons ?» demanda le meneur. « À vos postes, dis-je. Je ne promets rien, à vos postes. Voulez-vous faire sombrer le navire en l'abandonnant dans un moment aussi critique? À vos postes, et il leva à nouveau un pistolet. « Faire sombrer le navire ?» s'écria Steelkilt. « Mais oui qu'il sombre. Pas un seul d'entre nous ne reprendra le travail si vous ne jurez pas de ne pas lever le fouet sur nous. Qu'en dites-vous, les gars ?» demanda-t-il à ses camarades. Ils répondirent par un sauvage vivat. L'homme des lacs patrouillait maintenant sur la barricade, sans perdre de l'œil le capitaine et s'exprimant par phrases décousues. « Ce n'est pas de notre faute.
nous ne l'avons pas cherché. Je lui avais bien demandé de laisser ce maillet. C'était le travail du mousse. Il aurait dû mieux me connaître. Je l'avais averti de ne pas me pousser à bout. Je crois que je me suis cassé un doigt sur sa maudite mâchoire. Les couteaux à émincer ne sont-ils pas dans le gaillard d'avant, les gars? Prenez garde à ces anspects, mes jolis cœurs. Capitaine, par Dieu, méfiez-vous. Jurez, ne soyez pas idiots. Passez l'éponge, nous sommes prêts à retourner à nos postes. Traitez-nous décemment et nous sommes vos hommes, mais nous refusons le fouet. À vos postes, je ne promets rien, je le répète. Écoutez-moi bien, vous, cria l'homme des lacs en étendant le bras. Nous sommes quelques-uns ici, dont je suis, qui nous sommes embarqués pour la croisière, vous savez. Comme vous le savez, sœur, nous pouvons réclamer notre débarquement dès que nous aurons mouillé l'ancre. Aussi nous ne voulons pas la bagarre, ce n'est pas dans notre intérêt. Nous voulons la paix et nous sommes prêts à travailler, mais nous ne voulons pas du fouet. À vos postes, vociféra le capitaine. Steelkilt réfléchit un instant et ajouta. Je vais vous dire, capitaine, plutôt que de vous tuer et d'être pendu honteusement, nous ne lèverons pas la main sur vous à moins que vous ne nous attaquiez, mais tant que vous n'aurez rien promis, nous ne bougerons pas. Alors en bas au gaillard d'avant, et je vous y garderai jusqu'à ce que vous en ayez assez. Allons, en bas. Irons-nous? Demanda le meneur à ses hommes. La plupart n'étaient pas d'accord, mais enfin, se soumettant à Steelkilt, ils le précédèrent dans l'antre obscur, disparaissant en grondant comme des ours dans une caverne. À peine la tête de l'homme des lacs se trouva-t-elle au niveau des planches que le capitaine et les siens sautèrent par-dessus la barricade, tirèrent promptement le panneau d'écoutille, s'y appuyèrent de toute leur force et hurlèrent aux garçons d'apporter le lourd cadenas de cuivre du couloir. Alors le capitaine souleva légèrement le panneau, murmura quelque chose dans la fente, puis tourna la clé sur les hommes au nombre de 10, laissant libres quelques 20 d'entre eux qui s'étaient montrés neutres jusqu'alors. Toute la nuit, tous les officiers montèrent un quart d'alerte à l'avant et à l'arrière, et plus particulièrement près du panneau et des écoutilles du gaillard d'avant, de crainte que les insurgés, ayant brisé les cloisons d'entrepont, ne surgissent par là. Mais les heures nocturnes s'écoulèrent dans la paix, les hommes restés au travail eurent une rude tâche aux pompes dont le cliquetis rythmé résonnait lugubrement dans la morne nuit du navire. Au lever du soleil, le capitaine se rendit à l'avant et, frappant sur le pont, somma les prisonniers de reprendre leur travail. Un hurlement de refus lui répondit. On leur fit descendre de l'eau et 2 poignées de biscuits. Puis le capitaine retourna sur le gaillard d'arrière, après les avoir verrouillés à nouveau et empoché la clef. Cette cérémonie eut lieu 2 fois par jour pendant 3 jours, mais au matin du 4e jour, lorsque l'injonction coutumière eut été prononcée, elle fut suivie d'un bruit confus de disputes et de bousculades, et soudain 4 hommes firent irruption sur le pont en se déclarant prêts à reprendre leur poste. La puanteur d'un air raréfié, la faim et peut-être la crainte d'un châtiment final les avaient poussés à se rendre. Enhardi par ce succès, le capitaine réitéra aux autres sa demande, mais Steelkilt lui intima, de façon terrifiante, d'en finir avec son blabla et de retourner d'où il venait. Au matin du 5e jour, 3 autres mutins s'arrachèrent aux bras désespérés qui cherchaient à les retenir et surgirent à l'air libre. Ils n'étaient plus que 3 désormais. « Vous ne préféreriez pas retourner à vos postes maintenant ?» demanda le capitaine avec une ironie mauvaise. « Bouclez-nous en vitesse, voulez-vous » Très volontiers, dit le capitaine, et la clé tourna. C'est alors, messieurs, qu'exaspéré par la défection de 7 de ses anciens partisans, piqué au vif par la voix gouailleuse qu'il venait d'entendre, et rendu fou par cette longue sépulture dans un endroit aussi sombre que les entrailles du désespoir, c'est alors que Steelkilt proposa aux 2 mariniers qu'il croyait jusqu'ici ne faire qu'un avec lui, de bondir de leur trou au prochain appel de la garnison, et armés de leurs tranchants couteaux à émincer, une longue lame cintrée munie d'une poignée à chaque bout, de courir comme des fous du Beaupré jusqu'à la lisse de couronnement, et en dernière extrémité, de se rendre maître du navire. Quant à lui, qu'il soit ou non des siens, c'est ce qu'il ferait, c'était la dernière nuit qu'il passerait dans cet antre.
Ce projet ne rencontra aucune opposition de la part des deux autres. Ils jurèrent être prêts à le suivre en cela ou en toute autre idée folle qui pourrait lui venir, prêts à tout en somme, sauf à se rendre. Qui plus est, chacun d'eux insista pour être le premier à se précipiter sur le pont le moment venu. Contre quoi leur chef protesta avec véhémence, revendiquant ce privilège, d'autant plus que ni l'un ni l'autre de ses camarades ne voulant céder, ils ne pouvaient être le premier l'un et l'autre, l'échelle ne donnant passage qu'à un seul homme à la fois. Maintenant, messieurs, va se faire jour le vilain jeu de ces mécréants. À l'énoncé du projet forcené de leur chef, la même traîtrise s'était allumée soudain dans l'âme de chacun d'eux. Le projet d'être le premier en haut, premier des 3 quoique le dernier des 10, pour se rendre et s'assurer de la sorte la petite chance de pardon qu'une telle conduite laissait subsister. Mais lorsque Steelkilt leur eut déclaré vouloir demeurer à leur tête jusqu'au bout, leur vilainie les poussa à user d'une subtile chimie et à mélanger leurs trahisons encore informulées. Lorsque le meneur s'endormit, ils s'épanchèrent l'un en l'autre en 3 phrases, ligotèrent le dormeur avec des cordages, le bâillonnèrent et au milieu de la nuit se mirent à appeler en hurlant le capitaine. Croyant au meurtre, flairant le sang dans les ténèbres, il se précipita avec ses seconds armés et ses harponneurs vers le gaillard d'avant. En quelques minutes, le panneau fut ouvert et lié de la tête aux pieds. Le meneur qui se débattait toujours fut hissé sur le pont par ses perfides disciples qui, d'une seule voix, revendiquèrent l'honneur d'avoir réduit à l'impuissance un homme mûr pour le crime. Mais tous 3 furent également empoignés, traînés sur le pont comme des pièces de boucherie et suspendus. Côte à côte, attachés aux chaînes de haubans d'artimon, comme 3 quartiers de viande, jusqu'au matin. Le capitaine passant et repassant devant eux leur cria « Soyez maudites, les vautours eux-mêmes ne voudraient pas de vous, canailles. » Au lever du soleil, il rassembla l'équipage et sépara les mutins des autres, informant les premiers qu'il avait bien envie de les faire fouetter tous tant qu'ils étaient, que réflexion faite, il le ferait peut-être, qu'il devrait le faire, que c'eût été justice, mais que pour le moment, vu leur reddition opportune, il se bornerait à leur adresser une semonce qu'il administra aussitôt dans leur langue maternelle. « Mais quant à vous, charogne de fourbe, dit-il en se tournant vers les 3 hommes ficelés au gréement, quant à vous, je me propose de vous émincer et de vous faire fondre dans les peaux, et empoignant un cordage, il en cingla de toutes ses forces le dos des 2 traîtres, jusqu'à ce qu'épuisés à force de crier, ils laissent aller leur tête sur leur épaule et restent inanimés, pareil à l'image des 2 larrons en croix. Vous me valez un poignet foulé, mais il reste assez de cordes pour vous, qui ne vouliez pas vous rendre, mon beau coq de bantam. Enlevez-lui ce bâillon et écoutons ce qu'il a à dire pour sa défense. Pendant un moment, les mâchoires crispées du mutin à bout de force se mirent à trembler, puis, tournant douloureusement la tête, il dit dans un sifflement. « Ce que j'ai à dire, souvenez-vous-en, c'est ce que si vous me fouettez, je vous tuerai. » « Vraiment ? Alors voyez comme vous me faites peur. » Et le capitaine lança la corde en arrière pour frapper. « Vaut mieux pas, siffla l'homme des lacs. Mais je vais le faire, et de nouveau il s'y apprêta. Alors, toujours dans un sifflement, entendu de personne hormis du capitaine, Steelkilt murmura quelque chose et, à l'étonnement de tout l'équipage, le capitaine fit un bond en arrière, arpenta fébrilement le pont à 2 ou 3 reprises, puis, jetant soudain sa corde, il dit « Je ne le ferai pas, libérez-le. Coupez ses liens, vous m'entendez ?» Mais tandis que les seconds se hâtaient dans le but d'exécuter cet ordre, un homme pâle, la tête bandée, s'interposa, s'était radné le premier second. Il était resté couché depuis qu'il avait reçu le coup, mais ce matin-là, entendant ce remue-ménage sur le pont, il s'était glissé jusque-là et avait assisté à toute la scène. Il avait la mâchoire dans un tel état qu'il pouvait à peine parler, mais il marmotta quelque chose, proposant de mettre lui-même à exécution ce devant quoi. Le capitaine reculait, il s'empara de la corde et marcha sur son ennemi garrotté. « Vous êtes un lâche » siffla l'homme des lacs. « C'est juste, mais ramassez toujours. » Le second était sur le point de frapper,
lorsqu'un nouveau sifflement immobilisa son bras. Il hésita, puis délibérément tint parole malgré la menace de Steelkilt, quelle qu'elle ait pu être. Les 3 marins furent relâchés, les matelots renvoyés à leur poste et les pompes manœuvrées par des hommes maussades, et ombrageux retentirent comme auparavant. Le même jour, juste après la tombée de la nuit, tandis qu'une bordée venait de quitter le quart, une clameur s'éleva dans le poste d'équipage, et les 2 traîtres tout tremblants vinrent en courant assiéger la porte du capitaine en déclarant qu'ils n'osaient pas rester avec l'équipage. Prières, taloches et coups de pied ne parvinrent pas à les déloger de sorte que, selon leur propre suggestion, ils descendirent chercher leur salut dans la coulée arrière. Pourtant, aucun symptôme de mutinerie ne se manifesta chez les autres. Il semblait au contraire qu'à l'instigation de Steelkilt, ils soient résolus à maintenir la paix la plus parfaite, à obéir jusqu'à la fin et à déserter d'un seul corps dès que le navire aurait touché un port. Mais dans le but d'accélérer le voyage, ils s'entendirent tous sur un autre point, à savoir ne pas donner de la voix au cas où des baleines seraient vues. Car malgré sa voix d'eau et tous les autres dangers qu'il courait, le Town-Ho gardait ses guetteurs au poste de vigie, et son capitaine était aussi disposé à mettre les pirogues à la mer à présent qu'au moment où il était arrivé sur les lieux de croisière. Radney, le second, était également prêt à troquer son hamac contre la baleinière et le pansement sur la bouche, à chercher à bâillonner à mort la vivante mâchoire de la baleine. Mais bien que l'homme des lacs eût encouragé les matelots à adopter une attitude passive, il tenait un petit conseil privé, du moins jusqu'à ce que tout prît fin, avec lui-même au sujet de la vengeance personnelle qu'il allait exercer sur l'homme qu'il avait blessé en plein cœur. Il faisait partie de la bordée de Radney. Or celui-ci, malgré les conseils du capitaine, avait insisté pour reprendre son quart de nuit. Après la scène du fouet, comme si ensorcelé, il voulait parcourir plus de la moitié du chemin pour rencontrer son destin. Sur ce, et à cause d'une ou 2 autres circonstances, Steelkilt échafauda méthodiquement son plan de vengeance. Au cours de la nuit, Radney avait une manie contraire à tout sens marin. S'asseyant sur les pavois du gaillard d'arrière, il posait un bras sur le plat-bord d'une pirogue suspendue là, en dehors de la lisse. On savait qu'il lui arrivait de s'endormir dans cette position. L'espace séparant le navire de la baleinière était considérable, et en dessous il y avait la mer. Steelkilt examina son horaire et nota que son tour de bar se situerait à 2 heures du matin, le 3e jour après qu'il eût été trahi. En attendant, il employa ses loisirs à tresser quelque chose avec un soin extrême pendant ses quarts d'en bas. « Qu'est-ce que vous fabriquez là ?» lui demanda un camarade. « Que croyez-vous que ce soit ? À quoi cela ressemble-t-il ? » ?»« À une aiguillette pour votre sac. Pourtant, elle me paraît un peu curieuse. »« Oui, plutôt curieuse, » dit l'homme des lacs en la tenant à bout de bras devant lui, « mais je crois qu'elle fera l'affaire. Camarade, je n'ai pas assez de fil à voile, en auriez-vous ? » ?»« Il n'y en a pas sur le gaillard d'avant. »« Alors il me faut aller en demander à ce vieux rade, et il se leva pour se diriger vers le gaillard d'arrière. « Vous n'avez quand même pas l'intention d'aller lui mendier quelque chose à lui ?» s'écria le matelot. « Pourquoi pas ? Croyez-vous qu'il va me refuser un service quand c'est pour lui rendre service à lui ? En fin de compte, camarade. » Et allant vers le second, il le regarda tranquillement et lui demanda du fil à voile pour réparer son hamac. Il lui fut donné, mais on ne devait plus revoir ni le fil ni l'aiguillette. La nuit suivante, une boule de fer, enfermée dans une résille tressée, faillit rouler hors de la poche de la vareuse de l'homme des lacs, tandis qu'il l'arrangeait en guise d'oreiller dans son hamac. 24 heures plus tard, son tour de bar était venu, l'heure fatale et silencieuse approchait où il se trouverait près de l'homme qui parfois s'endormait au-dessus de la tombe toujours ouverte pour le marin. Et dans l'esprit de Steelkilt, le second était déjà étendu roide, le crâne en éclats. Toutefois, messieurs, un imbécile épargna au meurtrier en puissance de commettre l'acte sanglant qu'il avait prémédité. Pourtant, il eut entière vengeance sans être le vengeur car, par une mystérieuse fatalité, le ciel lui-même parut intervenir pour lui prendre des mains l'acte qui l'eût conduit à la damnation,
et l'assumer lui-même. Entre l'aube et le lever du soleil, au matin du second jour, tandis que les hommes lavaient les ponts, un idiot venu de Ténérife, tandis qu'il amenait de l'eau sous les portes Auban, s'écria soudain. « La voilà qui roule, la voilà qui roule. Jésus, quelle baleine !» « Moby Dick !» s'écria Don Sébastien. « Par Saint Dominique, monsieur Dumarin, les baleines ont-elles des noms de baptême? Qui donc appelez-vous Moby Dick ?» « Un monstre très blanc, très célèbre, le plus implacable des monstres immortels, Seigneur. Mais ceci serait une trop longue histoire. »« Racontez-la, racontez-la » s'exclamèrent tous les jeunes Espagnols en se rapprochant. « Non, señores, non, non, je ne puis entrer dans un récit aussi détaillé maintenant. Laissez-moi respirer. »« La chicha, s'écria don Pedro, notre énergique ami a l'air de se trouver mal, qu'on emplisse son verre. Ce n'est pas nécessaire, messieurs. Un instant et je poursuis. Donc, messieurs, apercevant si brutalement la baleine blanche à 50 mètres à peine du navire, oublieux du pacte liant les membres de l'équipage, l'homme de Ténérife avait instinctivement et involontairement poussé ce cri, alors que le monstre avait bel et bien été vu par les hommes renfrognés des 3 têtes de mât. Une agitation frénétique régna instantanément. « La baleine blanche, s'écriait à qui mieux le capitaine, les seconds et les harponneurs, nullement ébranlés par les rumeurs inquiétantes qui couraient à son sujet, et également anxieux de prendre un poisson si célèbre et si précieux, tandis que l'équipage maussade regardait de travers, et en la maudissant, la repoussante beauté de cette grande forme laiteuse qui, illuminée par les paillettes d'un soleil horizontal, se mouvait en scintillant, vivant opale dans le matin bleu de la mer. Messieurs, les événements se déroulèrent selon une étrange fatalité, comme s'ils avaient été tracés sur la carte du monde avant même la naissance de la Terre. Le mutin était premier rameur à bâbord dans la baleinière du second. Il était donc assis à ses côtés lorsqu'il se trouvait à l'avant avec sa lance et devait haler ou filer la ligne au commandement. De plus, lorsque les 4 pirogues furent mises à la mer, celle du second se trouva en tête, et personne n'eut un hurlement de joie aussi féroce que Steelkilt tandis qu'il peinait à son aviron. Après avoir nagé vigoureusement, leur harponneur piqua, et la lance à la main, Radney bondit à l'avant. Il entrait toujours en fureur, semblait-il, dès qu'il était dans une baleinière. Et le cri, qui traversait son bandage, demandait qu'on l'amenât sur le dos même du cachalot. Sans se faire prier, son tireur l'amena toujours plus près, à travers une écume aveuglante qui mêlait 2 blancheurs, jusqu'à ce que soudain la pirogue donna comme sur un récif, pencha et projeta à la mer le second qui était debout. Il tomba aussitôt sur le dos glissant de la baleine. La pirogue se redressa et fut jetée de côté par le remous, tandis que Radney se débattait dans la houle sur l'autre flanc du monstre. Il émergea de l'écume et on l'aperçut un instant indistinctement à travers ce voile, luttant sauvagement pour se dérober au regard de Moby Dick. Mais la baleine fit brutalement volte-face, et soulevant un soudain tourbillon, saisit le nageur dans ses mâchoires, se dressa sur l'eau en le brandissant, piqua à nouveau droit devant elle et sonda. Cependant, aux premières heures de la pirogue, l'homme des lacs avait filé la ligne de façon à se trouver à l'arrière du maelstrom. Il observa tranquillement la scène, considérant ses propres pensées. Mais une secousse brusque et terrifiante fit plonger du nez la pirogue. Tirant rapidement son couteau, il coupa la ligne, et la baleine fut libre. Mais à quelque distance de là, on vit réapparaître Moby Dick, des lambeaux rouges de la chemise de Radney, accrochés dans les dents qu'il avait dévorées. Les 4 baleinières continuèrent à lui livrer la chasse, mais le cachalot les évita, puis enfin disparut tout à fait. En temps voulu, le Toon-Ho atteignit son port, un endroit sauvage et solitaire que n'habitait aucune créature civilisée. Là, mené par l'homme des lacs, tout l'équipage, hormis 5 ou 6 matelots, déserta parmi les palmiers. Par la suite, ils s'emparèrent d'une grande double pirogue de guerre des sauvages et mirent à la voile vers un autre port. L'équipage du navire étant réduit à une poignée d'hommes, le capitaine fit appel aux insulaires pour l'aider à la besogne ardue d'abattre en carène afin de réparer la voie d'eau.
mais ces quelques blancs durent de nuit et de jour, monter une garde incessante dans la crainte où ils étaient de leurs dangereux alliés. Le travail qu'ils eurent à fournir était si rigoureux que lorsque le navire fut prêt à reprendre la mer, les hommes étaient trop épuisés pour que le capitaine osât s'embarquer avec eux dans un navire d'un pareil tonnage. Après avoir tenu conseil avec ses officiers, il ancra le navire aussi loin que possible de la côte, mit ses canons en batterie, les chargea, entassa ses mousquets à la poupe, avertit les insulaires qu'ils n'approcheraient qu'à leur risque et péril, puis, prenant un homme avec lui, il hissa la voile sur sa meilleure baleinière, mit le cap, vent arrière, sur Tahiti, à 500 milles de là, afin d'y enrôler un équipage de renfort. 4 jours après leur départ, ils aperçurent un grand canoë qui semblait avoir abordé sur une basse île corallienne. Ils s'en éloignèrent, mais la sauvage embarcation vint sur eux, et bientôt la voix de Steelkilt les somma de mettre en panne, faute de quoi ils l'écouleraient. Le capitaine sortit un pistolet. Un pied sur l'une des proues, un pied sur l'autre des pirogues accouplées, l'homme des lacs eut un rire méprisant, et l'assura que, s'il entendait seulement le clic du verrou du pistolet, il l'enterrerait lui